sont correctes. Comme ici, c'est le prestataire qui effectue les calculs pour vous, vous avez besoin aussi d'une certaine garantie qu'il a effectué les bons calculs. Donc il y a aussi des techniques cryptographiques qui vont permettre, donc ce qu'on appelle des SNARK, pour des Succinct Non-Interactive Arguments, qui sont des techniques qui vont permettre de garantir au receveur que le calcul effectué par le prestataire sont corrects, sont correctement effectués. Et bien sûr, il faut que cette vérification ne soit pas aussi coûteuse que faire le calcul. Sinon, autant faire le calcul soi-même, alors que ces techniques de preuve sont des preuves très, très compactes et donc très faciles à vérifier, qui vont permettre de vérifier que le calcul a été bien fait, même si, et que ce soit rentable par rapport à une externalisation de calcul. Donc, plus concrètement, le FHE, donc ça, il y a des méthodes qui permettent de le mettre en œuvre pour des circuits booléens quelconques, pour des circuits arithmétiques. Alors, il faut rester conscient que c'est relativement coûteux, c'est-à-dire qu'en pratique, on sait le faire sur des opérations assez élémentaires, mais tout de même, on arrive à évaluer des réseaux de neurones de petite taille, par exemple. Une chose à prendre comme précaution, comme je le disais, si on fait trop d'opérations, le bruit va s'augmenter et le déchiffrement ne sera plus correct à la fin. Donc il faut faire attention à dimensionner le système en fonction du type de calcul que l'on va faire. Puisque, si vous avez vu la formule au début, il y a un modulo P, etc. Si on dimensionne bien les paramètres, en fait, les paramètres de départ vont conditionner le nombre d'opérations que vous aurez le droit de faire. Donc en fonction des calculs que vous anticipez de faire, on dimensionnera le système différemment. Et donc un dernier point là, qui est un peu lié notamment au machine learning, par exemple, à l'apprentissage, où lorsqu'on veut évaluer un modèle ou construire un modèle à partir de données qui proviennent de l'extérieur, qui auraient été éventuellement chiffrées, il faut savoir que le FHE, effectivement, chiffre, enfin, on manipule des données chiffrées, mais à partir du moment où on obtient à la fin le résultat en clair, bien, le résultat en clair, peut-être lui-même laisse fuir de l'information sur les données initiales. Mais ça n'est plus un problème lié au mécanisme cryptographique, mais au calcul que vous demandez à effectuer. L'exemple standard, c'est si vous faites du vote électronique et additivement homomorphe, si à la fin vous avez l'unanimité, vous apprenez le clair de tous les messages qui ont été mis en entrée, vous savez que tout le monde a voté oui. Mais c'est lié au calcul que vous effectuez et non pas au mécanisme que vous avez utilisé pour effectuer ce calcul. Donc ça, cette première famille d'outils cryptographiques permet donc d'externaliser des calculs, d'effectuer des calculs variés sur des données chiffrées. Donc, sachant que c'est soi-même, c'est celui qui a chiffré les données d'origine qui obtiendra le résultat chiffré et qui sera le seul à pouvoir le déchiffrer à la fin. Donc là, ici, ce mécanisme de chiffrement complètement homomorphe ne permet pas de déléguer des calculs sur mes propres données à quelqu'un d'autre. Puisque si je délègue des calculs à quelqu'un d'autre sur mes propres données, à la fin, je vais être obligé de l'aider à déchiffrer et je ne peux pas maîtriser le type de calcul qu'il a fait et donc quel type d'information je vais lui révéler. Donc un autre outil que nous avons développé, qu'on appelle le chiffrement fonctionnel, là, cette fois-ci, il est beaucoup plus contraignant pour la personne qui va effectuer le déchiffrement, puisqu'en fait, c'est au moment du déchiffrement que le calcul va se faire automatiquement. Donc, on est dans un mécanisme où, lorsque vous chiffrez un message, la clé que je vais vous donner va être liée à une fonction. C'est-à-dire que là, maintenant, en fonction des individus, je vais vous donner une clé différente qui va posséder intrinsèquement une fonction spécifique. Et lorsque maintenant vous allez vous déchiffrer le chiffret, à l'aide de la clé fonctionnelle que vous avez, vous n'allez pas obtenir X, vous allez obtenir f de X avec le f que j'ai choisi pour vous. Et donc typiquement, vous pouvez imaginer où vous avez un data owner, donc quelqu'un qui possède des données, qui les met dans le... Alors, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Donc, d'un certain côté, ce propriétaire du système va pouvoir distribuer des clés de déchiffrement. Donc j'ai mis une clé qui fait l'addition, une clé qui fait la multiplication. Mais on pourrait imaginer n'importe quel type de fonction. Et lorsqu'il va envoyer des données chiffrées dans le cloud, eh bien là, chaque personne va pouvoir les récupérer
elles sont chiffrées, donc elles ne révèlent pas grand-chose, même elles révèlent rien, sauf pour les personnes qui ont un pouvoir de déchiffrement. Et en fonction du pouvoir de déchiffrement qu'ils possèdent, ils ne vont pas obtenir tous la même chose. Certains vont obtenir un certain type de calcul sur ces données, un autre type de calcul. Et donc là, l'objectif en général, c'est plutôt de faire des calculs qui sont des agrégations sur des données volumineuses. Et donc là, ce que l'on permet de faire, c'est de révéler là, cette fois-ci en clair un calcul sur des données chiffrées à destination d'un individu spécifique. Donc contrairement à tout à l'heure au Fully Homomorphic Encryption, où l'objectif est plutôt pour soi-même d'externaliser ses propres calculs de façon à ce que le prestataire de stockage ou de calcul n'apprenne rien. Ici, là, c'est vraiment pour pouvoir stocker des données chiffrées et ensuite distribuer aux différents éventuellement clients ou interlocuteurs. Et en fonction des clés que vous leur donnez, ils auront accès à tel ou tel autre type de calcul sur ces données. Et même, donc l'exemple que je donnais était avec un seul individu qui stockait tout dans le cloud. L'intérêt en fait de ces mécanismes est plutôt pour le système de chiffrement fonctionnel multi-client, où là cette fois-ci on va avoir des données qui vont être fournies par plusieurs clients différents, éventuellement qui ne se font pas confiance, qui sont éventuellement compétiteurs. Imaginons la situation, et c'est l'exemple que je vais illustrer tout à l'heure, où vous avez toutes les compagnies d'assurance qui ne veulent pas révéler le type de sinistre que leurs clients peuvent avoir, mais toutes les compagnies d'assurance seraient intéressées d'obtenir l'agrégation globale de tous les types de sinistres par catégorie, enfin, en tout cas le nombre ou des statistiques sur ces données, globalement de toutes les compagnies d'assurance. Et donc, tout le monde est volontaire pour obtenir un calcul global, mais personne n'a envie de révéler son information individuelle. Et donc, le multi-client functional encryption permet que si tout le monde a contribué, on arrivera à obtenir le calcul. Si certaines personnes refusent de contribuer, on ne fait fuir aucune information. Et donc, comme je le disais, un exemple de calcul qui peut être fait, donc vous avez donc tous les mois, chaque compagnie d'assurance transmet sa feuille, un tableau qui fournit des statistiques locales sur leur sinistre. Donc c'est des informations très sensibles que les compagnies ne veulent surtout pas révéler au niveau local, de façon individuelle. Par contre, elles sont toutes intéressées par avoir l'agrégation. Donc on peut imaginer, donc tous les mois, elles vont envoyer de façon chiffrée dans le cloud ou diffuser largement ces données chiffrées. Et donc c'est des données sensibles, et uniquement l'agrégation globale sera accessible si et seulement si tout le monde a mis sa contribution. Si une personne refuse de contribuer, il n'y a aucune fuite d'information. Si tout le monde a contribué, on révèle l'information à ceux qui ont accès qui ont la clé de calcul associée. Et cette clé de calcul, elle est vraiment contraignante, elle ne révèle rien d'autre que le calcul résultant. Donc ces techniques de chiffrement fonctionnel multi-client sont relativement efficaces, notamment pour des calculs assez simples, et notamment des agrégations, quand il s'agit de faire des sommes, faire des moyennes pondérées, faire essentiellement tout type de statistiques. Quand l'ordre n'est pas trop élevé dans les statistiques, on peut le faire très, très efficacement. On peut rajouter des processus de contrôle d'accès, encore une fois, qui sont privacy by design, où ça va être la possession ou non d'une clé qui va vous permettre d'accéder aux données, d'accéder aux résultats, et d'avoir ces notions de contrôle d'accès. Ça permet aussi de révoquer ultérieurement quelqu'un que l'on considérerait ne pas avoir joué le jeu comme il faut. Donc le fait de pouvoir ajouter du contrôle d'accès est quelque chose d'important. On peut aussi avoir des versions qui sont ce qu'on appelle function hiding, c'est-à-dire que le type d'agrégation, les coefficients de l'agrégation peuvent être également masqués, c'est-à-dire que les personnes vont effectuer un calcul sur les données qui sont chiffrées, mais ils ne savent même pas le type d'agrégation qu'ils obtiennent, parce que ça peut être quelque chose de sensible. Par exemple, si ce type de calcul est finalement une évaluation d'un réseau de neurones, et donc le réseau de neurones est encodé dans la clé, vous n'avez pas envie, vous pouvez ne pas avoir envie de révéler ce réseau de neurones, parce qu'il peut avoir une valeur commerciale importante.
Donc avec ces techniques, on peut à la fois masquer le contenu des messages et masquer le type de fonction qui est évalué. Et donc oui, justement, je parlais des fonctions quadratiques pour pouvoir encoder des réseaux de neurones. On est obligé de passer à des niveaux supérieurs, c'est-à-dire que du linéaire ne permettra pas de faire de la classification, mais quand on passe à des fonctions quadratiques, on peut encoder des fonctions d'activation des réseaux de neurones. Alors, donc encore une fois, donc comme je le disais, le FHE est efficace, mais tant que les fonctions sont assez limitées. Le functional encryption a aussi ses limitations. Une dernière étape, un dernier type d'outil, si vous voulez vraiment faire des fonctions qui sont très, très complexes, où là, on a beaucoup plus de flexibilité, c'est le Secure Multiparty Computation, où là, ça permet vraiment à de divers individus d'effectuer des calculs conjointement sur leurs données sensibles sans ne rien révéler sur leurs propres données. Par contre, là, l'inconvénient par rapport aux deux autres méthodes, c'est que ça va avoir un fort coût d'interactivité, c'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup d'interactivité entre les différents participants. Mais ça permet vraiment de calculer n'importe quel type de fonction sur des inputs qui sont gardés confidentiels par les utilisateurs. Et le cas particulier, c'est bien sûr où on est deux personnes à vouloir faire des calculs. Donc encore une fois, dans le cas du machine learning, par exemple, celui qui veut fabriquer son modèle ou celui qui veut évaluer un modèle. Donc il y a des méthodologies assez efficaces. Et là, je vous invite à venir écouter Geoffroy Couteau qui parlera plus spécifiquement de cette partie, de cet aspect multiparty computation cet après-midi. Et donc pour conclure, donc, je vous ai présenté au cours de cet exposé les principaux outils qui existent pour faire des calculs sur des données sensibles. À la fois, donc on a vu pour faire du stockage confidentiel, pour pouvoir accéder de façon, ajouter des contrôles d'accès quand on veut limiter l'accès aux données à certaines personnes, et aussi à permettre à des personnes d'effectuer des calculs sur nos données sans pour autant révéler ces données au grand jour. Par contre, donc, toutes ces méthodes ont toutes leurs contraintes et les avantages, les inconvénients. Et donc malheureusement, il n'y a pas d'outil magique. Vous ne pouvez pas venir, je veux faire tel type de calcul de façon générique. Est-ce qu'il y a une méthode qui résoudra tous les problèmes? Non, il n'y a pas de solution magique. C'est comme je le disais tout à l'heure, les informations que vous allez obtenir à la fin en clair vont peut-être révéler des informations sur vos données en entrée. Et donc, des fois, il faut faire attention à ce que l'on veut calculer, comment on veut le calculer, qu'est-ce que l'on veut protéger. Et donc, il y a vraiment une analyse de risque à faire avant. Quelles sont les menaces, quelles sont les données que vous voulez protéger pour vraiment cibler le type de calcul et le type de protection que vous voulez. Puisque sinon, si vous exigez trop, ce sera totalement inefficace. Alors que si on cible bien les protections que l'on souhaite, on peut obtenir des approches spécifiques et qui répondent à vos use cases particuliers. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci David. Nous avons le temps d'écouter maintenant vos questions. C'est la première qui est toujours la plus... Monsieur. Allô ? Merci pour cet exposé très, très clair et assez complexe sur le sujet. Ma question, c'est jusqu'à présent, l'homomorphic encryption, je le voyais plus comme un outil qui me permettrait d'adresser certains use cases tels que typiquement de l'indexation dans une base de données pour retrouver de l'information, mais pas forcément pour faire du calcul, où là, j'aurais plutôt eu tendance à utiliser des mécanismes classiques d'application level encryption, avec des algos plus classiques, et du confidential computing éventuellement, qui est en train d'arriver chez les fournisseurs de services, plutôt que de faire les calculs sur la donnée chiffrée. Quel est votre avis sur ce point ? Donc, le confidential computing, ça veut dire travailler dans des enclaves sécurisées ou ce genre de choses. Donc là, c'est des aspects complémentaires, mais calculer sur des enclaves, il faut faire un minimum de confiance à l'enclave, puisque il y a eu plein d'attaques qui ont été mises en évidence aussi sur ces enclaves. Donc, faut être sûr que l'hébergeur va bien protéger aussi physiquement cette enclave. Donc on a besoin d'hypothèses supplémentaires. Nous, là, tout ce que je présente ici,
il n'y a pas besoin d'hypothèse d'infrastructure, d'architecture, etc. Donc après, comme je le disais, en fait, c'est l'analyse de risque qui va dire est-ce que c'est raisonnable. Si l'enclave elle est chez celui qui a le plus intérêt à protéger ses données, bah, pourquoi pas. En fait, on peut aussi avoir un peu une théorie des jeux où celui qui héberge l'enclave, donc si c'est chez un prestataire, c'est différent, puisque là, est-ce qu'il n'y a aucun risque de collusion, etc. Donc, par contre, la question d'indexation, etc., alors là, il y a des techniques, mais on ne parle pas de chiffrement fonctionnel, il y a des techniques de Searchable Symmetric Encryption, où là, le but est effectivement d'indexer de façon chiffrée des bases de données, de façon à ensuite pouvoir faire des recherches dans ces bases de données. Mais pareil, contrairement aux outils que je présente ici, c'est un compromis fuite d'information, efficacité, où on utilise des techniques symétriques qui font fuir un peu d'informations, mais en contrepartie, qui arrivent à être efficaces, même sur des bases de données de plusieurs milliers ou millions d'inputs. On va essayer de bien mettre le micro devant la Ouais, bouche, David. pardon. Voilà, ça va. Autre question. Monsieur et monsieur derrière. Bonjour, pour revenir sur le cas de vote électronique où tout le monde a voté oui, est-ce que dans le chiffrement, on voit que c'est la même chose? Parce que dans le salage de mots de passe, bah, en général, on rajoute quelque chose qui permet à ce que l'encryption ne donne pas le même texte chiffré. Non, bien sûr. Quand on parle de chiffrement, on parle de chiffrement qui est toujours probabiliste. Et donc, s'il y a deux chiffrés qui chiffrent la même chose, on n'en sait rien du tout. C'est impossible de savoir que deux personnes ont chiffré la même chose. C'est effectivement, dans le cas du vote, c'est primordial puisque c'est 0 ou 1 ou oui ou non. Oui, okay. Bien sûr, il ne faut pas qu'on puisse reconnaître que deux personnes ont chiffré la même chose. Autre question. Vous disiez en conclusion qu'il n'y avait pas d'outil magique aujourd'hui. Est-ce que, mathématiquement parlant, on pourrait imaginer qu'un jour il y en ait un, peut-être avec une IA qui, par exemple, régulerait automatiquement le niveau de bruit dans les calculs, voilà. Non, là, c'est pas du niveau de l'IA, puisqu'il y a des choses, il faut vraiment, soit il y a la fuite d'informations, soit il n'y a pas de fuite d'informations, soit il y a soit le déchiffrement peut se faire à la fin ou il ne peut pas se faire. Là, toutes les preuves que l'on fait en termes de sécurité, on les fait quel que soit l'adversaire, et même l'IA, aussi puissante soit-elle, ne permettra pas de mettre en défaut les niveaux de sécurité et les faiblesses qui peuvent exister. Autre question. La dernière. C'était clair, c'était complet. Merci, vous pouvez l'applaudir, David Poincheval. Merci, directeur de recherche au CNRS, directeur du DIENS. Merci pour cette présentation, David.